Les thèmes de votre 22h ce soir, David Cameron à Paris pour son premier déplacement à l'étranger, une semaine après son arrivée au 10 Downing Street. Le Premier ministre britannique a dîné à l'Elysée avant de donner une conférence de presse avec le président Sarkozy. Nous en verrons un large extrait dans ce journal. Inscrire la réduction des déficits dans la Constitution, geler en valeur les dotations de l'État aux collectivités, les principales mesures annoncées aujourd'hui à l'issue de la deuxième conférence sur les déficits à l'Élysée ont fait bondir les socialistes qui les jugent désastreuses. Réaction de notre invité ce soir, l'économiste Jean-Pierre Levade. Et puis bilan de la fusillade de ce matin à Villiers-sur-Marne, une policière municipale tuée et une automobiliste gravement blessée. Les syndicats de policiers dénoncent ce soir une violence croissante et récurrente. Plus d'informations dans le Tout Image tout à l'heure. Et l'actualité ce soir, c'est aussi le président du Fonds monétaire international sur France 2, Dominique Strauss-Kahn, qui tente d'expliquer son action à la tête du FMI, critiqué ces derniers temps, y compris à demi-mot au sein de sa propre famille politique pour avoir imposé des plans de rigueur sévères, notamment à la Grèce. On l'écoute. Je revendique le fait qu'on a rendu le plan plus supportable, parce qu'on l'a étalé sur plus d'années, en disant ce que vous demandent les Européens, c'est trop court. 2012, vous n'y arriverez pas, il faut faire plus long. Et plus long, évidemment, ça veut dire donc moins dur chaque année. Plus supportable, plus équitable, c'est ce que je viens de vous dire, sur les mesures, protégeant les plus vulnérables, surtaxant plutôt les plus riches. Et puis plus crédible, en apportant de l'argent, que visiblement, il y avait du mal à rassembler. Et les déficits, ou plutôt leur réduction, sont au cœur de l'actualité aujourd'hui avec la deuxième conférence consacrée aux finances publiques à l'Elysée. L'occasion pour Nicolas Sarkozy d'annoncer son intention d'inscrire la réduction des déficits dans la Constitution. À partir de 2012, chaque gouvernement devra s'engager sur un objectif quinquennal. On en parle tout de suite avec l'invité du 22h, c'est l'économiste et banquier Jean-Pierre Levade. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Alors on précise, vous êtes l'ex-patron du Crédit Lyonnais et l'auteur du livre Sarkozy, l'erreur historique. Justement, en parlant d'erreur, il n'a pas fait d'erreur aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, en affichant sa volonté d'inscrire la réduction des déficits dans la Constitution. Je préférerais qu'il passe à l'acte. Le verbe ne suffit plus. Et ce n'était pas déjà un premier engagement vers l'équilibre des déficits publics? On en a entendu tellement des engagements verbaux. Nous avons aujourd'hui un déficit public de 150 milliards d'euros, 8% du PIB. Je vais vous dire une chose importante. L'opinion publique française est consciente des risques qui pèsent sur nous. D'après un sondage récent, 53% des Français, c'est-à-dire le pourcentage le plus élevé de toute l'Europe, pensent qu'il est plausible, vraisemblable, probable que dans les 10 ans qui viennent, l'État français soit en défaut. 53% des Français. Ils en ont pris conscience. Mais Jean-Pierre Levade, on a l'impression aussi que le gouvernement en a pris conscience. Ce n'est pas que des mots, ce sera inscrit apparemment dans la Constitution. On commence déjà à réduire les dépenses de l'État. Est-ce que c'est quand même une réelle volonté politique? Nous n'arriverons pas à restaurer l'équilibre des finances publiques françaises sans que tous les Français participent à l'effort. Et bien entendu, les plus favorisés devront participer davantage que les plus pauvres. Ça me paraît une mesure de justice évidente. Donc, le premier signe d'un passage à l'acte réel, c'est la suppression du bouclier fiscal. Tout le monde sait parmi les initiés que nous devrons augmenter les prélèvements obligatoires et les impôts. Il y a déjà eu un geste par rapport à ce bouclier fiscal. Geste. Dans le projet de retraite, il est prévu que les hauts revenus On reste participent. dans le verbal et dans l'homéopathique. Supprimons le bouclier fiscal et ensuite on pourra, opposition et majorité, dans un débat démocratique normal, se demander qui participe à l'effort et à quelle hauteur. Justement, puisque vous parlez de débat démocratique, la réduction des déficits, c'est un enjeu important national. Vous l'avez dit, les Français en ont pris conscience. Pourquoi il n'y a pas de consensus de la classe politique pour ce sujet qui concerne tout le pays? Parce que je pense, et j'en suis triste en tant que citoyen, que si vous regardez la totalité de l'échiquier politique aujourd'hui, je ne vois pas une formation politique, je ne vois pas un leader politique qui dise ce que je suis en train de vous dire tout à fait simplement, c'est-à-dire nous sommes dans une situation grave qui nécessite immédiatement un effort de rétablissement du pays. Mais quelle première mesure, alors, vous proposez justement pour cet effort? Suppression du bouclier fiscal,
Je viens de le dire. C'est la première mesure symbolique. C'est ce bouclier fiscal qui va permettre de trouver les 95 milliards d'euros d'ici 3 ans? C'est la mesure qui permettra ensuite de dire aux Français l'effort va être partagé de manière équitable. Et les riches vont y participer à hauteur de leur capacité, c'est-à-dire davantage que les classes moyennes ou davantage que les pauvres. Mais tout le monde devra y participer. Deuxièmement, et ça impliquerait que Nicolas Sarkozy reconnaisse ses erreurs, ce qui ne me paraît pas être une dimension dominante de son caractère. Il y a des mesures de déduction fiscale ou de réduction fiscale de la loi TEPA originelle de 2007 qu'il faut rapporter, qu'il faut annuler. Jean-Pierre Levade, on va continuer évidemment notre entretien. L'État prévoit aussi de mettre à contribution les collectivités locales, appelées à se serrer la ceinture dès 2011 pour redresser aussi les finances de la France. Sur ce point, on a au téléphone avec nous Claudie Le Breton, c'est le président de l'Association des départements de France. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, comment vous jugez cet effort qui est demandé aussi aux collectivités locales? Pour les départements, c'est totalement inacceptable dans la mesure où nous faisons déjà un effort très important, puisque aujourd'hui les départements financent au titre des solidarités 3 grandes allocations individuelles de solidarité, l'APA pour les personnes âgées, la prestation de compensation du handicap pour les personnes handicapées et le revenu de solidarité active pour les familles en difficulté. Tout cela, ça coûte au département 12 milliards d'euros chaque année. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, sur nos ressources, nous finançons pratiquement 10 milliards d'euros à partir de la fiscalité départementale. Mais la situation des finances publiques est très grave. Claudie Le Breton, vous estimez que les collectivités locales, là, n'ont plus à participer du tout à cet effort qui est une priorité nationale? Je parle de la situation spécifique des départements. Je ne mésestime pas la situation très grave de notre pays, mais je ne voudrais pas qu'on nous emmène vers une sorte de pensée unique, où il n'y aurait qu'une seule solution pour relever la situation financière de notre pays. Je suis d'accord avec Jean-Pierre Levade, il a raison. Je pense qu'il faut commencer par abroger la loi sur le bouclier fiscal, ce qui va libérer d'emblée un certain nombre de recettes. Parce que quand on aborde la question de la maîtrise des dépenses publiques, comme par hasard, on ne parle jamais des recettes. Il faut aborder la question des dépenses, de leur maîtrise, mais il faut aussi aborder la recherche de recettes nouvelles pour faire face aux difficultés auxquelles la France est confrontée. Merci beaucoup Claudie Le Breton pour votre intervention. Alors Jean-Pierre Levade, on apprend que ce soir l'Espagne adopte son plan de rigueur de 15 milliards d'euros. Ça y est, on est en pleine rigueur en France et ailleurs. Non, pas en France. Pas en France. La Grèce, oui, sous contrainte absolue, dans une crise épouvantable, sous contrainte, M. Papandréou, auquel je rends hommage, a assumé. Le Portugal a commencé. L'Espagne a commencé, la France, je suis désolé, à part les paroles, jusqu'à présent, nous n'avons rien. Déficit public, une fois de plus, 2010, 150 à 160 milliards d'euros, 8% du PIB. Et ce sera probablement au prochain gouvernement de supporter ces déficits publics. Ce sera en tout cas inscrit dans la Constitution. Un mot sur les retraites. Ça a été le sujet des derniers jours, juste avant cette conférence. Le Parti socialiste, qui a finalement dévoilé son projet, propose de taxer les banques. Et là, je pose ma question aux banquiers. C'est une bonne idée? Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. Mais ce que je critique dans la position du Parti socialiste, c'est de considérer que c'est aux actifs d'aujourd'hui, banques comprises si je puis dire, de faire l'intégralité de l'effort. Donc d'expliquer d'une certaine manière aux Français, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à faire d'efforts particuliers, vous, les individus, les citoyens. Les actifs paieront, les banques paieront. Ça, je pense que c'est un discours démagogique. Donc, sur un point, ce n'est pas une mauvaise idée, c'est ce que vous retenez. Sur ce point-là, ça n'est pas une mauvaise idée, mais en même temps, je considère qu'il est une très mauvaise idée que le Parti socialiste suggère de taxer, d'alourdir les prélèvements sur les entreprises, c'est-à-dire sur l'appareil productif. Et si je reviens aux banques, je pense que c'est une bonne idée, éventuellement, de mettre une taxe financière sur les systèmes financiers, mais sûrement pas pour financer les retraites. L'affectation de cette taxe-là, c'est le système financier qui en a besoin pour se consolider. Donc, à nouveau, c'est de la démagogie. Jean-Pierre Levade, vous vous inquiétez du silence assourdissant de vos anciens amis du MoDem? Vous étiez il y a encore quelque temps vice-président du MoDem sur ces propositions sur les retraites et autres. Et ils sont frappés
du même mal que je décrivais pour l'ensemble des formations politiques, à des degrés divers. Le MoDem, le leader du MoDem, François Bayrou, pour lequel j'ai beaucoup d'amitié, d'estime et d'affection, est lucide, mais il n'assume pas aujourd'hui le discours positif, rigoureux, difficile de redressement du pays en expliquant aux Français qu'ils auront à faire des efforts. Mais je constate que le Parti socialiste non plus. Et M. Sarkozy non plus. Alors peut-être celui-ci va peut-être incarner ce dont vous parlez. Dominique Strauss-Kahn, qu'on a vu tout à l'heure, c'est peut-être lui qui incarne le mieux ce que vous dites, qui est peut-être le candidat naturel pour 2012 ? Disons que de mon point de vue, il jouit a priori d'un préjugé favorable, surtout quand je... Quelle prudence! Quand je le compare. Ouais. Ou, vous savez, je suis à un âge où on a arrêté de faire confiance de manière aveugle à quiconque. J'attends les engagements sérieux des uns ou des autres. Vous les attendez donc? Comment? Merci beaucoup, Jean-Pierre Levade. Restez avec nous, on va regarder cette question Figaro avec notre partenaire lefigaro.fr qu'on a posée aux internautes. Vous la voyez s'afficher sur votre écran. Réduction des déficits, est-ce une priorité selon vous? Oui, à 80%, non à 16%. Ça rejoint ce que vous aviez dit, c'est une priorité aussi pour les Français qui en sont conscients. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du 22h. L'autre actualité ce soir, c'est l'arrivée du tout nouveau Premier ministre britannique David Cameron à Paris. Il était à l'Élysée tout à l'heure et avec le président français, ils ont tenu une conférence de presse commune. On regarde tout de suite un extrait. Je pense que nous avons eu raison de ne pas rejoindre l'euro et de rester en dehors de la zone euro. Et dans notre accord de coalition avec les libéraux-démocrates, c'est entériné. Nous resterons, en tout cas pendant ce Parlement, en dehors de la zone euro. Je pense que c'est très important. C'est dans l'intérêt de la Grande-Bretagne que l'eurozone, enfin que l'euro soit une monnaie forte, que les économies de la zone euro connaissent la reprise, et le développement et la croissance. Je suis de ceux qui pensent que unis, on est plus fort qu'isolés. C'est un choix politique qui m'a fait soutenir l'euro dès sa création. Je voudrais vous dire une deuxième chose, à mes amis anglais. L'euro, c'est une réussite. Parce qu'en peu de temps, c'est devenu la deuxième monnaie du monde. Donc, ne ramenons pas le bilan de l'euro aux quelques jours qui viennent de se passer. Voilà, on notera que Nicolas Sarkozy a donc réaffirmé sa confiance dans la monnaie unique alors que l'euro continue de chuter ce soir. Dans un instant, c'est le débat du 22h. On va parler de télévision publique et déjà un premier bilan pour la suppression de la publicité après 20h. C'est dans un instant, juste après le tour de l'info, en images de Pierre-Mont Joseph. Une jeune policière municipale de 27 ans est morte aujourd'hui sous le feu d'hommes armés de fusils d'assaut. Dans la fusillade avec les malfrats, une automobiliste a été elle aussi gravement blessée. Les malfaiteurs poursuivis par la police ont ouvert le feu à leur arrivée dans la commune de Villiers-sur-Marne. Avant de prendre la fuite, c'est la première fois qu'un policier municipal meurt en service. Les responsables seront inéluctablement identifiés, interpellés, déférés et sanctionnés. Ils devront payer pour leurs actes. Il est l'un des 300 Suisses les plus riches. C'est le Français Paul Dubrul, fondateur du groupe hôtelier Accor. L'ancien sénateur UMP de Seine-et-Marne remercie aujourd'hui la Suisse de l'avoir accueilli. Un transfert fiscal qui lui a permis d'économiser 2,3 millions d'euros par an en toute légalité. Preuve que les paradis fiscaux existent encore. Le pigeon au petit pois s'est envolé. La nuit dernière, un tableau de Picasso ainsi que 4 autres toiles ont été dérobées au musée d'art moderne de Paris. La mairie estime entre 90 et 100 millions d'euros le montant du vol. Depuis des mois, le système d'alarme fonctionnait mal. Un vol qui relance le débat autour de la sécurité des musées français. L'année dernière, déjà, un carnet de Picasso d'une valeur de 8 millions d'euros avait été dérobé à Paris. Si vous aviez prévu de trinquer sous la tour Eiffel, vous devrez trouver un autre endroit dans la capitale. Aujourd'hui, le préfet de Paris a interdit l'apéritif géant record prévu dimanche à Paris et organisé via le réseau social Facebook. Une annonce qui intervient après le décès d'un jeune garçon à Nantes la semaine dernière à l'issue d'un rassemblement de ce type. Le garçon aurait bu l'équivalent de 12 verres de whisky. Hier, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, avait annoncé vouloir encadrer ces rencontres festives.
Et pour terminer ce tour de l'info, une image plutôt rare, celle de la pose de la première pierre d'une grande mosquée, c'est à Marseille, en présence de Jean-Claude Gaudin, le sénateur maire de la cité phocéenne, et de Dalil Boubaker, le recteur de la mosquée de Paris. Nous pensons que c'est l'équité, la justice, l'égalité, chacun a le droit à sa religion et nous avons le respect de toutes les religions. C'est ça, Marseille. La deuxième ville de France compte 200 000 musulmans. Les travaux devraient débuter en 2011. La grande mosquée de Marseille doit ouvrir en 2012. Car il manque encore 22 millions d'euros dans le financement. Depuis le 1er janvier 2009, ça fait 1 an et demi qu'il n'y a plus de pub sur France Télévisions après 20h. L'occasion pour nous de revenir ce soir sur cette mesure avec nos invités. Jacques Ralit, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis. Également avec nous Thierry Solaire, vice-président UMP du Conseil général des Hauts-de-Seine. Et Carole Petit, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général du Syndicat national des journalistes à France Télévisions. Et d'abord, un premier bilan, selon vous, aujourd'hui, Jacques Ralit. Le premier bilan, c'est que... économiquement, le service public est en très grande difficulté. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les faits. La Cour des comptes fait un rapport, elle dit que c'est très fragile. D'ailleurs, en 2007, le président de la République, qui ne l'était pas encore, s'il l'était déjà, a déclaré que c'était une situation déjà fragile et elle ne s'est pas redressée. Pourtant, le groupe a été à l'équilibre en 2009 et la dotation 2010 respecte le contrat qu'on appelle d'objectifs et de moyens. On n'a pas donné la totalité des 450 millions qui, eux, ne suffisaient pas. Et si le groupe a connu une petite amélioration, c'est grâce au travail de ses, de ses personnels. Et certains de ces personnels, c'est la fameuse régie publicitaire qu'aujourd'hui, on veut vendre au privé. Donc on ne fait rien dans le bon sens. Et vous avez sans doute remarqué que le Conseil constitutionnel avait dit, s'il y a suppression de la publicité, j'avalise, d'où la promulgation de la loi, à une raison expresse, c'était en considérant qu'il y ait totale adéquation entre ce que le public fera pour compenser la publicité. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, le regard de l'intérieur, j'allais dire, Carole Petit, votre premier bilan d'étape. Alors, c'est vrai, ce que dit Jacques Ralit, c'est vrai que en 2009, les finances ont été meilleures qu'on ne l'espérait, notamment les recettes publicitaires. Ce qui a donné un peu d'air à France Télévisions et qui a permis d'ailleurs à l'État de donner un petit peu moins d'argent que prévu. Reste que la situation de France Télévisions, et Jacques Ralit l'a très bien dit également, elle est très fragile. Parce que le débat pour ou contre la publicité sur le service public audiovisuel, en fait, il a toujours été lié, malheureusement, à la question du financement. Voilà. C'est ça, c'est la clé de ce débat-là. Parce que sur un plan philosophique... nous et les salariés de France Télévisions, vous êtes d'accord? Personne n'a jamais dans le fond la publicité pour elle-même. C'est pas le problème en fait. La clé, c'est vraiment le financement et donc la survie du service public audiovisuel, ce qu'on veut en faire dans l'avenir. Alors Thierry Solaire, c'est devenu un géant en pied d'argile aujourd'hui, France Télévisions. Non, mais je crois d'abord le bilan de la suppression après 20 heures de la publicité, il est très positif pour les téléspectateurs. Les différentes études le montrent. C'est très très bien ressenti sur le service public de voir qu'il n'y ait plus de pub, d'ailleurs à la radio de même manière. Je crois aussi, deuxième chose, c'est qu'on est dans une période où les volumes publicitaires sont en très forte diminution. On le voit. D'ailleurs, les chaînes privées de télévision souffrent considérablement, et pas qu'en France. Et c'est l'occasion, au contraire, pour le service public de l'audiovisuel, avec cette suppression de la publicité, de se créer une identité très très forte. Parce que je crois que quand on regarde, avec le passage à la TNT généralisée, l'explosion du nombre de chaînes, les recettes publicitaires qui sont moins importantes qu'avant et qui se répartissent sur de plus en plus un nombre de plus en plus important de chaînes, ça va permettre au service public, et ça le permet déjà d'ailleurs, les téléspectateurs le ressentent, d'avoir vraiment une très forte identité. Aujourd'hui, on peut regarder un programme et tout sans avoir de la pub tout le temps. Justement, c'est le cas pour les téléspectateurs, il y a ce bénéfice déjà, il est concret, il est palpable. Pour moi, l'avenir du service public, il n'est pas lié à son identité. L'identité forte du service public, elle existait avant la suppression de la pub. Alors, peut-être, oui, que les téléspectateurs y trouvent leur compte sur le fait que les programmes démarrent un petit peu plus tôt, qu'il n'y ait pas cette perturbation. Mais déjà, on bénéficiait par rapport au privé d'une différence. Nous, lorsque l'on regarde un film sur le service... maintenant, quand même. Oui, mais lorsque l'on regardait un film sur le service public, il n'était pas coupé. Ce qui est le cas dans le privé. Il y avait déjà une différence malgré tout.
Et puis, l'identité du service public, elle existait, elle est dans le choix des programmes. Elle n'est pas seulement sur ces écrans publicitaires. Le choix des programmes, vous le savez comme moi, c'est toujours le vieux débat. Il est quand même très très lié au mode de financement. Si vous êtes régi par la pub, et en général, d'ailleurs, c'est vos amis, M. Ralid, qui décence ça, eh bien, vous êtes régi par le marché, parce que vous êtes régi en permanence par l'audimat. Et c'est vrai que ça n'aide pas à faire une programmation qui est un peu déconnectée de tout ça. Alors, on en parle tranquillement, mais Jacques Ralid, moi j'ai souligné votre phrase, vous avez dit « nous sommes en danger ». Et vous parlez de France Télévisions. Je pense que France Télévisions est en danger et qu'il ne faut pas du tout amenuiser la situation. Par exemple, on parlait beaucoup du média global. Où on en est? On n'en parle plus. Pourquoi? Il n'y a pas d'argent. On parle qu'en 2011, l'analogique va, comment dirais-je, s'éteindre, n'est-ce pas? Il va être remplacé par le numérique. Il n'y a pas 1 million pour financer ce double fonctionnement. Vous réagissez, vous avez déposé une proposition de loi qui a été examinée. Voilà, qui a été examinée aujourd'hui, elle n'a pas été terminée. Alors juste en un mot, elle consiste en quoi? Elle consiste à dire il faut être sérieux. La publicité, il y a eu une suppression, c'est bien. Une deuxième doit venir, c'est 450 millions. Alors c'est dans la situation actuelle, c'est la suppression définitive diurne. En 2011, oui. Eh bien, pour être sérieux, les 450 millions, l'État ne les mettra pas. Il ne peut pas. Ou alors il nous ment quand il dit qu'il n'a pas d'argent nulle part. Donc il faut les trouver. Et en même temps qu'il y a ces 450 millions, il y a toutes les mesures de la Commission européenne qui, par exemple, veulent annuler la taxe sur les FAI. Alors, voilà. Autre 450 millions. Pour pas qu'on soit trop technique, tout à fait. On a compris qu'il y a un vrai problème d'argent mis sur la table. Toutes les mesures de financement dont on nous avait dit, c'est réglé, comme le bouton du veston du maréchal, je ne sais plus comment il s'appelle, Leboeuf au moment de la guerre de 70, aucune, je dis bien, aucune n'est garantie aujourd'hui. Et on évalue à 800 millions, près d'1 milliard, le déficit qu'on rencontrera après 2012. Justement, on vient de parler dans ce journal, on a parlé de rigueur, on a parlé de crise, on a parlé de serrer la ceinture. Est-ce que c'est le moment, là encore, de supprimer la publicité définitivement et de demander des efforts? Mais ce qu'il faut voir, c'est que le monde de l'audiovisuel, vous connaissez bien ça, ici à Public Sénat, il est en complète bouleversement. Parce qu'il y a de plus en plus de chaînes, parce que c'est plus comme avant. Je veux dire, avant il y avait 2-3 chaînes, c'était très simple. Voilà, il y avait la redevance pour le service public et puis il y avait la publicité. Aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de chaînes et il y a Internet. Et le monde de la publicité, il va se tourner de plus en plus vers Internet, parce que ça l'intéresse de faire ça. Vous êtes en train de leur dire, attendez, ça va changer. C'est rassurant comme discours. Mais justement, c'est très rassurant pour la sauvegarde du service public de l'audiovisuel. Si on est, je termine l'idée. Mais bon, la télévision, on l'a fait. La télévision, pour l'instant, elle n'est pas seulement sur Internet. C'est qu'un support. C'est un support complémentaire Internet. C'est pas pour. Je parle pas du tout de ça. Je vous dis, la publicité, elle va aller vers Internet. Elle va aller moins vers la télévision, parce que par Internet, les annonceurs, ils touchent directement leur cible. Alors que quand vous avez un annonceur qui vient à France 2 pour l'instant encore dans la journée faire un truc, il arrose tellement large sur plein de gens qui ne touchent pas son cœur de cible et ça lui coûte trop cher. Donc dans ce bouleversement-là, si vous voulez garantir le service public de l'audiovisuel, c'est ce que fait le gouvernement. Il faut lui assurer une source de financement qui soit propre. Avec en plus, il sera le seul à l'avoir fait, une identité incroyable, pas de pub. On l'a compris, une identité formidable. La réaction de Carole Petit avant de passer à un sujet. Aujourd'hui, nous, on se dit qu'on n'a aucune garantie sur le financement de notre avenir. On n'a aucune garantie. Donc c'est ça l'inquiétude. Après, que ce soit par le fait que l'on garde une partie de la publicité, qu'on ne la supprime pas totalement, etc., nous, peu importe, c'est pas la question. Nous, ce que l'on veut, c'est la garantie de notre financement qui nous permette de nous développer. Parce qu'aujourd'hui, en effet, on parle de développement média global, d'Internet, etc. Aujourd'hui, à France Télévisions, en interne, il n'y a pas de projet de ce type parce que nous n'avons pas les moyens de le développer. Donc on nous dit, vous vous développerez par des partenariats extérieurs. Donc on fait, là aussi, la question de l'indépendance se pose. Parce que s'il faut se développer sur l'Internet avec des partenariats, forcément, l'indépendance que vous posez dans le cas de la publicité, on va la reposer sur des partenariats sur Internet. On a compris vos inquiétudes, évidemment, Carole Petit. On va regarder un sujet avant de revenir sur l'avenir de France Télévisions. Il peut y avoir beaucoup de changements apparemment à venir. On va regarder ce sujet, c'est le bilan en fait de cette suppression de la publicité par Sophie Normand. Je souhaite que le cahier des charges de la télévision publique soit revu profondément et que l'on réfléchisse à la suppression totale de la publicité sur les chaînes publiques.
La déclaration du chef de l'État en janvier 2008 avait provoqué la surprise générale et de vives réactions d'hostilité. Certains craignaient pour l'avenir de France Télévisions. Supprimer les sources de financement, c'était signer l'arrêt de mort du service public. 1 an et demi après la fin des spots publicitaires sur les antennes de France 2 et France 3, après 20h, ce scénario catastrophe est avorté. Dans un contexte général de crise publicitaire, France Télévisions a engrangé plus de recettes publicitaires que prévu sur les écrans de journée. Pourquoi alors continuer de taxer les chaînes privées censées participer au financement des chaînes publiques? Ne faudrait-il pas supprimer aussi la publicité en journée? Le débat sur l'audiovisuel public est relancé. En mars dernier, les sénateurs du groupe communiste et du parti de gauche déposent une proposition de loi pour le maintien de la publicité avant 20h. À son tour, Jean-François Copé menace le gouvernement d'une telle démarche. L'Élysée, de son côté, campe sur ses positions et prône la suppression définitive de la publicité sur les chaînes publiques d'ici un peu plus d'1 an. Et vous savez, on peut se poser une question. Allez, vous démarrez tout On peut se poser une Oui, question. court. La Cour des comptes, elle n'a Oui. pas seulement dit les comptes sont mauvais, Oui. elle a dit qu'il faudra réfléchir sur le périmètre du service public. Alors, en et un curieusement, mot, Monsieur Ralli, dans le livre oui. Libre, Oui. qui a été écrit en 2001 par le président de la République, alors candidat, il a donné la même orientation. Alors. Donc, si on organise la PEPI, qui existe aujourd'hui, moi je pense que derrière, il y a l'idée de remettre en cause, tout en disant que c'est la merveille des merveilles, le service public. Jacques Non, Ralli, le danger on arrive- est grand. Il est grand. On Très arrive grand. à la fin de ce débat. Je vais vous demander vraiment en un mot. C'est assez compliqué la question en un mot, mais comment vous voyez l'avenir de France Télévisions? En un mot, Carole Petit d'abord. L'autre difficulté que l'on a, outre cette question de la publicité, Voilà. très En un mot, court, hein. oui, En un mais mot. ça sera très court. C'est vraiment la fin. C'est simplement qu'en ce moment, on vit la restructuration. On restructure complètement l'entreprise et ça fragilise encore plus, si vous voulez, l'avenir, parce qu'il y a là le Donc, financement et ce qui fragile. se passe On au niveau retiendra ce social. mot-là. Oui, c'est très En un mot, Thierry déjà, Solel. après 20h, de 20h à 6h du matin, il n'y a plus de pub et les Français sont contents de ça. Là, maintenant, c'est déjà voté. Hein. Il ne s'agit pas de dire dans votre Oui, reportage, oui, on c'est a la loi. l'impression que Non, si on se oui, pose la non, question, non. c'est On voté. est dans la loi, on est Il y aura dans un l'application, bilan. il n'y aura plus de publicité avant 20h, donc en journée. Et la loi est bien faite. Il y a une évaluation. Il y a un rendez-vous qui est prévu fin 2011 pour justement regarder les conséquences réelles à tous les niveaux de la suppression totale de la publicité. Je crois que c'est un gage de modernité pour le service Eh public. bien, on sera là pour faire ce bilan d'étape. Merci beaucoup. Merci d'avoir été les invités du 22h. La dernière page de ce journal, elle est consacrée à un géant de l'édition mort hier à l'âge de 93 ans, Robert Laffont. Il avait été l'invité de Jean-Pierre Elkabbach en 2005 dans l'émission Bibliothèque Médicis. On regarde tout de suite ensemble un extrait. Je suis resté un enfant ébloui par la vie, qui recherche toujours la diversité des choses, tout à fait curieux de tout. Alors ça m'a entraîné. J'ai choisi cette carrière sans connaître le métier d'éditeur. Je me suis lancé dans l'édition sans rien savoir. Et au gré des ans, j'ai eu à la fois des épreuves et des joies. Et j'arrive en fin de course. Je n'ai plus la charge de ma maison, mais enfin, je continue à être là, à profiter. Et je suis heureux. Ouais. C'est rare. Et ce qui est je extraordinaire et exceptionnel, c'est que vous reconnaissez « je suis un homme heureux ». Absolument. Je pense qu'on peut vieillir, parce que j'ai un âge certain. Je crois qu'au fond, on a peur de cette vieillesse. Moi, j'ai eu toujours peur de... Je me suis dit, oh là là, quand je... Voilà, et vous pouvez retrouver demain Jean-Pierre Elkabbach pour Bibliothèque Médicis consacrée à Shanghai. C'est à 18h30 demain. C'est la fin de ce 22h. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est votre émission européenne Europe Hebdo. Très, très belle soirée à vous. Bienvenue à la Bibliothèque Médicis. Paulette, la bégayeuse au gros nez juif. Vous. C'est pas exactement ma phrase. J'écris mieux que ça. Moi. Oui. Et qui va très vite de se débarrasser de son premier. Mais est-ce qu'à un moment, vous pouvez arrêter d'être agaçant? Répondez, discutons tranquillement. Je vais vous répondre différemment. Ah. Et presque sincèrement. Ah. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe depuis le début de cette émission, c'est qu'il se marre tout le temps. Vous exprimez la joie de vivre. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi ça? Le problème, c'est que j'étais comme ça avant. Hein. Jean-Pierre Elkabbach ouvre le débat à travers les livres dans Bibliothèque Médicis. Vendredi à 18h30 sur Public Sénat.
Bienvenue dans Europe Hebdo, émission présentée depuis Strasbourg. Nous sommes ici à 2 pas de l'hémicycle dans ce qu'on appelle la salle de lecture. Ici, la règle, c'est silence absolu. Et dans la partie magazine de cette émission, nous aborderons la question du multilinguisme qui est extrêmement sensible ici au Parlement, Katia. Et d'abord, le tour de l'actualité européenne. On le croyait validé, pourtant le plan d'aide européen fait toujours débat. Une nouvelle réunion à Bruxelles entre les ministres des Finances de l'Eurogroupe devait tenter d'enrayer la chute de l'euro au plus bas depuis 4 ans. Mais les discussions se sont crispées sur les modalités de déblocage des 750 milliards d'euros du plan de sauvetage. Le ton serait même monté d'un cran entre la France et l'Allemagne. Dans le même temps, le quotidien El País affirme que Nicolas Sarkozy aurait menacé de quitter la zone euro pour forcer la main d'Angela Merkel, toujours réticente à l'égard de ce plan d'aide. Un plan d'aide qui conduit la majeure partie des pays de la zone euro à mettre en œuvre des coupes drastiques dans leur budget. En France, François Fillon annonce un gel des dépenses de l'État pour les 3 ans à venir. Un plan de rigueur qui ne dit pas son nom selon l'opposition. En Espagne, José Luis Zapatero a annoncé une baisse de 5% du salaire des fonctionnaires, provoquant la colère des syndicats. Au Portugal, on se prépare à une hausse de 1 point de la TVA et de 1 à 1,5% de l'impôt sur le revenu. Enfin, en Italie, le gouvernement pourrait augmenter prochainement les impôts locaux après avoir gelé les salaires des fonctionnaires. Les Estoniens seraient-ils sur le point de changer de monnaie? Alors que la zone euro traverse la pire crise de son histoire, la Commission européenne a donné son feu vert à l'Estonie pour son entrée dans l'euro dès l'année prochaine. Pour José Manuel Barroso, c'est un signe de confiance dans l'avenir. L'Estonie serait le 17e pays à entrer dans l'Eurogroupe. La crise économique pourrait ouvrir une nouvelle ère dans les relations tendues entre la Grèce et la Turquie. En conflit larvé depuis des décennies, les Grecs et les Turcs se taquinent souvent militairement. Historique, le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu à Athènes pour signer une vingtaine d'accords bilatéraux et mettre en place un Conseil supérieur de coopération. Contrainte à un plan de rigueur sans précédent, la Grèce a par ailleurs annoncé une réduction de ses dépenses militaires. Aujourd'hui, la Grèce dépense tous les ans 3 fois plus que ses voisins européens pour assurer sa défense. Voilà pour ce tour d'Europe et nous sommes toujours à Strasbourg, dans le grand bâtiment de verre du Parlement européen. Nous sommes avec un député européen socialiste français. Bonjour. Lee Moignoc, donc vous êtes par ailleurs économiste. Actualité européenne très économique, l'Europe qui tente désespérément de sauver sa monnaie commune. Mais la mise en route de ce plan de 750 milliards d'euros traîne. Est-ce que pour vous, l'Europe n'a pas tiré toutes les leçons de la crise grecque ? La mise en œuvre du plan a traîné parce que l'Allemagne a été extrêmement hésitante dans cette affaire et